On va passer maintenant à une activité encore plus industrielle, donc peut-être du coup encore plus en contraste avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc du coup avec Julien Dacosta qui est dirigeant de l'imprimerie du Détroit. Qui était. Qui était, tout à fait. Tu nous en diras plus également. Direct. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer le cœur de métier qui était celui de l'imprimerie du Détroit? Quand j'ai commencé le parcours économie de la fonctionnalité, j'étais le commercial principal d'une imprimerie traditionnelle, pour le coup totalement industrielle, qui avait plusieurs métiers. Donc l'étiquette de boîte de conserve en était une. Je faisais aussi des flyers pour la région parisienne, sur des volumes qui vont de, on va dire, 30 000 documents à 1, 2, 3 millions. Ça, c'était le métier de base. Quand je suis rentré, en fait, c'est une imprimerie familiale. Mon père m'a proposé de la reprendre. Il s'en va à la retraite dans 6 mois. Et je me suis aperçu qu'il y avait... d'abord, il y avait des problèmes économiques. Pour le coup, l'imprimerie, c'est pas un métier qui fait rêver à l'heure actuelle et c'est pas un métier qui est très mis en avant. J'ai des clients qui impriment de moins en moins. J'ai des concurrents qui sont de plus en plus gros, qui s'associent. Il y a l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont sur Internet. Il y a l'arrivée de produits concurrentiels qui sont les emails, les tablettes, les téléphones. Et donc, je me suis dit, voilà, je peux absolument pas reprendre une imprimerie sans être complètement fou. J'ai rencontré Simon, j'en ai repris une. C'est à peu près ça. Puisque j'avais de l'expérience dans le métier, puisque j'avais un outil industriel à disposition, on va dire, mon père était prêt à nous le donner. Il y avait un savoir-faire que j'aime particulièrement. Je me posais la question de dire, est-ce que finalement mon métier, le métier de produire et de donner à mes clients des documents imprimés, est-ce qu'il a encore du sens? Est-ce qu'il va avoir du sens dans les temps à venir? Et est-ce qu'il y a un moyen de faire les choses autrement? C'est comme ça qu'on est arrivé à l'économie de la fonctionnalité et je me suis dit, tiens, à partir de là, on va essayer de réfléchir différemment. J'avais pas la solution à l'époque, mais en travaillant, on a réussi à trouver un système beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce système intéressant qui, d'après ce que je comprends aussi, est d'autant plus intéressant qui prend en compte justement une partie du métier que tu affectionnes plus particulièrement et qui a du sens pour toi déjà? Ouais, il faut comprendre une chose, quand tout à l'heure tu parlais des modèles industriels, moi je gérais des équipes, donc j'ai des personnes qui travaillaient en poste, je leur demandais de travailler toujours plus vite, de travailler toujours moins cher. J'en ai licencié beaucoup parce que les coûts étaient trop importants et à la fin on pousse des gens au-delà de leurs limites. Et quand vous vous présentez dans une entreprise et que vous dites c'est moi le patron, c'est moi le responsable de ça, ça fait pas rêver. C'est pas une fierté. Du coup, il fallait faire autrement et il y a quand même une partie du métier qui est passionnante. Il fallait juste essayer autrement. Donc pour arriver à la solution, je me suis dit tiens, je vais aller voir mes clients et je vais leur demander comment ils se servent du document. Tu parlais de l'usage tout à l'heure, on est parti de là en se disant tiens, je suis allé voir mes meilleurs clients et aussi dans certains réseaux des gens qui n'étaient pas clients en leur demandant voilà, pourquoi tu n'es pas client ou alors comment est-ce que tu utilises les documents. Je me suis aperçu très vite que les clients me répondaient voilà, je t'ai pas commandé de documents parce que j'ai du stock, j'en ai encore. Je lui dis d'accord, tu as du stock, comment tu t'en sers? J'avais les réponses qui étaient finalement je m'en sers pas parce que le document est pas à jour, parce que il me plaît plus, parce que les photos sont plus bonnes, les prix sont plus bonnes, les adresses sont plus bonnes. Je posais la question alors qui était de dire recommande-moi des documents, je vais t'en faire et puis tu vas pouvoir t'en servir. Et il me répondait non, j'en ai encore. Et donc on avait le système du serpent qui se mordait la queue et je me suis aperçu que mon métier c'était de remplir les placards de mes documents, de mes clients. Dans le meilleur des cas, sinon je remplissais leur poubelle directement, ce qui est assez frustrant. Donc pour le coup avec vous, je me suis dit tiens, comment est-ce que je peux faire pour régler ce problème-là? Le point d'entrée pour moi dans l'économie de la fonctionnalité, parce que j'ai toujours pas compris
la définition. Je comprends des petits bouts quand même. Le point d'entrée dans l'économie de la fonctionnalité, c'était de dire, là il y a un problème, il y a vraiment quelque chose qui manque de sens, est-ce que je vais pouvoir trouver une solution? On a travaillé et on s'est dit ensemble, est-ce que on peut pas tout remettre à plat et tout réfléchir autrement? C'est pas si simple, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple. On est parti à l'envers, on s'est dit voilà, comment je peux faire pour que mon client puisse disposer de documents qui soient toujours à jour et qui ne jettera pas. À partir de là, j'ai imaginé une solution qui était de dire, je vais, on va dire, interfacer un service qui est celui de la mise à disposition de documents que le client va pouvoir modifier et commander au fur et à mesure. Le problème, c'est que l'imprimerie, ça reste un métier industriel. Donc, je suis capable de faire ça, mais pour 3 fois le prix de mes concurrents. Et mes clients, ils sont toujours pas prêts à payer 3 fois le prix. Donc, j'ai mis un système en place qui est de dire, bah, finalement, j'ai qu'à faire comme ce que je fais à l'heure actuelle. Je vais demander aux clients de s'engager sur des volumes, ce qu'il fait déjà quand il me passe une commande. Simplement, je dis au client, tu t'engages sur un volume, et moi, je l'imprime pas. Je te le mets à disposition, tu viens le chercher au fur et à mesure. Si jamais tu n'as pas tout consommé ce que tu m'as payé, on va partager. Voilà. Et donc on se retrouve sur un modèle qui a du sens, qui est de dire voilà, tu as un document qui est toujours à jour. Si jamais tu n'en as plus l'utilité du tout, eh ben, ce que tu m'as payé mais que tu n'as pas utilisé, j'en garde une partie, parce que j'ai fait un prix qui correspond à un volume, mais la matière que j'ai pas consommée, le transport que j'ai pas consommé, je te le recède. Ça va, ça? C'est parfait, impressionnant. Donc du coup, j'entends que le déclic pour toi, ça a été de te concentrer sur vraiment l'usage de tes clients. Oui. Et qu'au final, on ne peut pas dire vraiment que tu vends un usage derrière. J'entends quand même que le client, il doit également s'engager sur une certaine performance, et que finalement, c'est bien une performance que tu proposes d'atteindre, et que si on la dépasse, on partage le gain. Mais la condition pour atteindre cette performance, c'est que toi, tu t'engages à déjà mettre à disposition au moins tes capacités de production, et que lui également s'engage dans le bon usage et te donner les informations aussi pertinentes qui vont te permettre de calibrer l'usage qu'il va utiliser, l'usage qu'il va avoir de ces produits, de ces documents. Si on prend, donc du coup, on rentre effectivement dans une réflexion qui dépasse le métier d'imprimeur, qui est de dire le document, en fait, comment le client s'en sert. Généralement, pour un imprimeur, on dit voilà, on l'imprime, on le donne à un client. Et je me suis dit, mais c'est vraiment bête, parce que moi j'ai les fichiers, je les détiens, puisque je les ai imprimés. C'est exactement le même savoir-faire pour des fichiers que pour un envoi mail, que pour un envoi sur un téléphone, que pour un envoi sur des tablettes. Donc on se dit, tiens, dans ce modèle économique, et seulement si on commence à réfléchir comme ça, on se dit, tiens, le digital, le dématérialisé peut avoir du sens. Si on multiplie les usages au lieu de les mettre en concurrence, en proposant une solution qui soit plus globale, on arrive à quelque chose qui a du sens et qui améliore la performance d'usage du métier de base. Et plus le client utilisera le document de manière différente, plus la performance d'usage sera atteinte. Merci beaucoup, Julien. Romain, du coup, je te laisse prendre le micro et peut-être nous dire effectivement en quoi là on est vraiment en train de toucher une solution qui est intégrée, qui intègre effectivement également un bien qui est le document, mais également un ensemble de services pour atteindre une performance d'usage. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant là, dans l'exemple de Julien, c'est le fait qu'on a une illustration d'une maxime qu'on utilise souvent, de mettre l'industrie au service du service. Il y a toujours l'outil industriel lourd qui est celui de l'imprimerie, et simplement, il est plus engagé dans un rapport où c'est chaque unité qu'il faudrait multiplier. Et d'ailleurs, même l'enjeu, ce qui était présenté, c'est d'éviter finalement que les gens impriment. Parce que moins les gens impriment, plus il y a plus il y a un delta à se partager derrière. Et d'où l'intérêt quand on commence à réfléchir comme ça, c'est-à-dire pas à pousser des volumes, mais au contraire à se dire, faire des choses qui soient
efficaces qui servent aux clients, le volume, ça devient, comme tu le disais, hein, ça finit dans les armoires, c'est pas du tout efficace. C'est pas du tout efficace. Et du coup, ça permet l'ouverture de se dire, mais alors, le digital, c'est pas mon ennemi là-dedans. Le digital, ça devient un relais, au contraire, pour moi, et pour être performant. Et donc ça illustre le besoin de ce qu'on appelle un saut systémique, qui est de dire, j'étais dans un métier qui était dans son sillon et qui se vivait comme concurrent de tous les autres métiers. Et puis, quand on regarde finalement l'usage, lui, il traverse complètement les métiers. Les gens utilisent du papier pour communiquer. Et la communication, c'est pas juste de l'imprimerie, c'est tout un tas d'autres médias. Et donc, on se dit, mais finalement, les ressources que je développe dans mon métier, je peux les mobiliser à travers d'autres. Et ça a un vrai sens pour mon client. Et on le voit à terme, quand tu dis, ça évite que ça finisse directement dans la poubelle, si c'est pas dans l'armoire, mais a priori après l'armoire, c'est la poubelle. Il y a aussi un impact intéressant du coup d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que la dimension environnementale, elle n'est pas absente. Et elle n'est pas, comme dans le rapport classique, une tension. C'est pas, je vais faire de l'environnement, ça va me coûter plus cher et du coup, il faut que je trouve comment le solvabiliser. Et c'est bien un truc où, au contraire, ça fait sens dès le départ. Donc ça, je trouve ça... Je peux juste ajouter un truc sur l'environnement. Dans le métier de l'imprimerie, l'environnement, c'est un élément marketing. Moi, j'en parle pas, effectivement, mais il est très galvaudé puisqu'il y a des normes que tout le monde suit. On dit c'est des normes imprimeurs, c'est la norme FSC, enfin, il y a un certain nombre de normes. Tous les imprimeurs sont obligés d'avoir ces normes s'ils veulent les marchés publics. Donc, voilà, c'est pas différenciant et ça correspond pas à une vraie volonté. Tu parlais tout à l'heure d'un truc qui paraît bizarre, mais qui est de l'effet ciseau. Le simple fait de me dire, tiens, je vais créer une imprimerie qui va, pour un chiffre d'affaires égal, consommer beaucoup moins de matières premières, et chez moi, et chez le client, c'est un vrai sens écologique, pas au sens marketing, mais au sens engagement. Ça a du sens. Quand on présente le F, on a un petit schéma dans une note qu'on a produite où on parle d'un développement durable en vrai. Et c'est pas pour dire que les autres font pas c'est pas du vrai développement durable, c'est pas ça, c'est justement pour montrer la différence entre un label comme ça où ça n'induit pas la pratique. Vous avez un label imprime vert, si vous poussez du volume, ça change absolument rien finalement à terme à la consommation de ressources. Bien sûr, c'est un peu plus biosourcé, bien sûr, mais il y en a 10 fois plus, donc l'impact sur la planète, il n'est pas aussi certain que pourrait le laisser croire le logo. Au contraire, il peut même déculpabiliser et puis vous y allez, hein, il n'y a pas de problème. Et là, on est encore une fois, on est dans une démarche où c'est consubstantiel à l'offre. C'est-à-dire que l'offre est tournée vers... les facteurs de succès et de réussite de l'offre font que c'est compatible avec le développement durable. Et ça, c'est un point extrêmement important. Enfin, dans le cas de Julien, ce que je trouve aussi intéressant, c'est comment cette réflexion, finalement, elle conduit à un changement dans la relation client. Et de plus être à s'arrêter à combien de copies, quel prix, c'est tant, le voisin fait un peu moins cher, bon, je vais essayer de faire un petit effort et pour pousser du volume, parce que j'ai besoin de charge à ce moment-là, j'admets de réduire un petit peu ma marge. Mais on rentre dans une discussion où tu as besoin de communiquer, moi je te mets à disposition tous mes moyens. On voit que la relation client, elle est emmenée vers quelque chose où, cette fois-ci, il y a besoin de confiance, de comprendre le métier de l'autre. Parce que je suppose que faire un flyer pour un resto ou faire une communication pro pour autre chose, c'est pas forcément les mêmes questions de volume, c'est pas les mêmes publics. Vous voyez, quand on commence à parler des médias, l'utilisateur derrière, c'est-à-dire celui qui reçoit finalement la com, il commence aussi à prendre une certaine importance. La connaissance de qui est cet utilisateur pour l'entreprise qu'on a en face de soi, ça devient aussi important. Donc, on n'est plus dans un rapport indifférencié. Dans le modèle industriel, on a un rapport, ce qu'on appelle de transaction. C'est-à-dire, peu importe qui offre, peu importe qui demande, on s'en fout. A priori, les gens, ils se mettent d'accord sur ce qui est échangé, mais pas sur qui ils sont. Et c'est là où les leviers, ce qu'on appelle les leviers de performance servicielle, le fait de connaître l'autre, le fait de s'adopter, on parle d'économie d'adoption, le fait d'être capable d'être flexible, d'être souple, le fait de trouver des produits complémentaires, les autres médias notamment. Tout ça, ça rentre comme des nouveaux leviers finalement pour être performant.
Et ça vient d'un changement et d'une vraie relation client pour le coup, et pas d'une relation aussi très galvaudée pour ce qui est de la relation client. Tu parles de connaissances. Il y a une chose, quand on approche l'EFC, on se dit, on parle souvent de ressources immatérielles. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le concept. Je me suis même dit à un moment donné, ça, je le mets de côté parce que ça me dépasse. Seulement maintenant, je me suis lancé dedans. J'ai dit, tant pis, je ne comprendrai pas tout, je me lance et puis j'y vais et puis on verra. Maintenant, j'ai certains clients, notamment un client, une agence de com, avec qui je ne m'entendais pas particulièrement bien ou avant, qui me dit, tiens, il y a dans ton interface, tu vas savoir qui a commandé les documents. Tu sais combien il en a commandé. Tu sais quand il les a commandés. Tu sais ce qu'il a modifié dessus. Je dis oui. Elle dit ça m'intéresse. Et ça n'existe nulle part ailleurs. À partir du moment où on commence à réfléchir différemment, on fait apparaître, on fait émerger un certain nombre de connaissances et de savoirs immatériels qui sont quasiment, avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Mais par contre, en tout cas, en tant qu'industriel, toi un peu plus Caroline peut-être, mais ça nous permet d'approcher des choses petit à petit qui sont réellement intéressantes et pertinentes. Tu as parlé d'une interface. J'avais bien compris, moi, dans ton offre, qu'il y avait cette mise à disposition d'une capacité de production. Et du coup, tu rajoutes encore un autre service qui est une interface. Tu peux peut-être nous expliquer rapidement en quoi consiste cette interface et quelle est l'utilité du coup de cette interface par rapport à la performance que tu veux atteindre. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si tu veux que je parle de l'interface, je peux le faire. La question, on peut revenir aussi au départ, c'est de dire, dans le métier d'imprimeur, il y a un certain nombre d'activités que je fais qui sont masquées, qui sont invisibles par le client, qui ne sont pas payées. On en a. Ça, pour le coup, on le travaille clairement dans le groupe de travail économie de la fonctionnalité. C'est assez simple, hein, il y a le stockage des fichiers qu'on reçoit, l'archivage, la sauvegarde. Ça coûte de l'argent. Quand vous avez plusieurs terras de données, il y a la sauvegarde et il y a le désarchivage quand le client appelle parce qu'il a perdu son doc ou parce que juste il le sauvegarde pas, il sait que je l'ai. Ça, ça pouvait représenter un problème. On s'est dit, puisque les documents vont être à disposition du client, puisque il faut que je lui permette de modifier son document, il faut que je lui permette de pouvoir y accéder, on va créer une interface numérique, web, un site. Pour le coup, j'ai rien inventé, toutes les technologies existent déjà, j'ai juste assemblé, je disais tout à l'heure, en disant je vais matérialiser mes services dans ce système. Et à partir de là, je peux facturer un peu mieux tous ces petits services qui avant n'apparaissaient pas. Il y a certains clients, une autre agence de com qui nous a dit tiens, si les documents de mes clients sont sur ta plateforme, moi ça me retire les coûts de stockage. Déjà juste ça a de la valeur. Bon, voilà. Parfait. Dernière petite question. Voilà, on sait par expérience que la trajectoire vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération est un chemin très long et que c'est pas en faisant un parcours d'accompagnement, même s'il dure 1 an, qu'on arrive forcément au bout de ces 1 an à un modèle qui est totalement abouti. C'est pour ça d'ailleurs que du coup nous avons créé le Club Noé, quand il y a des groupes de travail. Tu fais partie d'un groupe de travail au Club Noé qui repose sur la connaissance. Voilà, qu'est-ce que tu retrouves dans ce groupe de travail? Et qu'est-ce qui t'apporte dans la concrétisation de ton offre? Le groupe de travail, déjà, c'est de se dire, tiens, ça fait 1 an que je travaille sur un système nouveau, un nouveau modèle économique. On a envie de continuer à travailler. Du coup, dans le Club Noé, il y a des groupes de travail. Il y a un mec qui m'a dit à un moment donné, je pense que le groupe connaissance pourrait te convenir. Il est assis à ma droite. Je lui ai dit, ok, ça va, je vais y aller. Ça me paraît intéressant. Sur le coup, j'y suis allé en me disant, de la connaissance, c'est quoi? Moi, je ne l'avais pas vu. Lui, il l'avait vu avant moi, mais je ne l'avais pas vu. Les groupes de travail permettent quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, il y a des gens qui ont des compétences dans d'autres métiers ou dans des savoir-faire dans d'autres métiers et qui, par leur vision, peuvent ouvrir des petites portes de réflexion qui vont venir, que je vais pouvoir moi absorber, et peut-être en faire quelque chose, peut-être pas.
ça permet aussi de prendre un peu de recul et de retourner dans la réflexion et de remettre à jour tout le temps le modèle.